Bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous du podcast. Vous reconnaissez désormais le rendez-vous. C'est un moment d'échange, de partage, d'expérience et d'outils de réussite avec de jeunes professionnels, des entrepreneurs, des cadres, des personnes ayant eu un parcours dans différentes institutions et qui ont quelque chose à léguer à la jeunesse en termes d'héritage, mais surtout en termes de stratégie et d'outils pour réussir. Bonjour à tous, soyez à nouveau les bienvenus dans ce podcast que vous connaissez. Vous avez déjà désormais pris ce rendez-vous où nous allons à la rencontre des entrepreneurs, mais aussi de jeunes professionnels sur le continent pour apprendre de leurs expériences. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un jeune entrepreneur dynamique, vous aurez l'occasion de constater. Il se nomme Rosaire Thibodeau. Bonjour Rosaire. Bonjour José, c'est un plaisir pour moi au fait d'être invité au fait sur ce podcast. Et je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais déjà pour impacter la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine et aussi la jeunesse mondiale. Parce que ce que nous sommes en train de faire par le biais au fait de l'Internet aujourd'hui, nous arrivons quand même à atteindre au fait presque tous ceux qui sont sur la terre. Donc, l'Internet nous a donné cette grâce-là et nous en profitons. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu fais. Se servir des opportunités de notre temps, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a bien sûr cette pandémie, mais on essaie d'aller au travers de tous ces blocages pour nous entretenir avec des personnes dynamiques comme toi. Et d'entrée, je voudrais que tu te présentes. C'est vrai que peut-être certains suivront ce podcast et te reconnaîtront, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, qui suis-je vraiment? C'est une grande question. Hein. Ce n'est pas toujours facile de se présenter. Alors, moi, je me nomme, bien, je suis Rosaire Thibodeau. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Ma passion, c'est d'aider les autres à détecter et à trouver leur passion. Mais avant d'en arriver là, je vais présenter un peu mon parcours. D'abord, Rosaire, en fait, c'est un juriste. C'est un juriste de formation, un juriste d'affaires de formation. Et après, il a détecté sa passion. Sa passion qui est d'aider d'autres jeunes, d'amener d'autres jeunes, de partager en fait une expérience avec d'autres jeunes pour que ces jeunes-là puissent en inspirer et aussi impacter à leur tour et leurs semblables, et tous ceux qui sont dans leur environnement. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'impacter et d'impacter positivement. Et pour impacter positivement, on a besoin de modèles. Donc, comme moi-même, j'ai eu des modèles, j'aimerais aussi servir de modèle pour d'autres personnes. Donc, en tant que juriste, je suis rentré très tôt dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait mon cursus scolaire au Sénégal, à Dakar. Okay. Et là, j'ai pu détecter au fait une opportunité. C'était quoi? C'était d'accompagner au fait ceux-là qui désirent poursuivre leur étude au Sénégal. Donc, je les aidais à bien s'intégrer. En quoi faisant? En les aidant d'abord à obtenir une inscription dans une école par rapport à leur filière qu'ils voulaient faire. Et après, aller les accueillir à l'aéroport. Ensuite, les aider à trouver leur logement, à faire l'ameublement de leur logement. Et tout ceci grâce à une équipe que j'avais. Et nous le faisons moyennant des honoraires. Donc, c'était la toute première entreprise que j'avais mise en place. Okay. Mais avant de formaliser cette entreprise, j'avais démarré l'activité dans l'informel d'abord depuis 2013. Et ce n'est qu'en 2015 que j'ai pu formaliser cette entreprise. Et ensuite, je suis venu au Bénin. Dès que je suis venu, avant même de venir au Bénin, j'ai été recruté au fait dans une entreprise, dans un cabinet de coaching.
Et sans pour autant basé au Bénin? Non, au Sénégal. Au Sénégal, d'accord. Et sans pour autant déposer un CV, hein, parce que j'étais allé, comme je venais de dire, je venais de formaliser la société en 2015. Donc, je me suis dit, tiens, là, je dois commencer par payer des impôts. Et et quand je me rappelais de ça, en fait, j'avais peur. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me forme. D'abord, il fallait que je me forme. Et c'est comme ça, j'ai un ami à ma mère qui m'a appelé, qui m'a parlé de ce cabinet de coaching. Et j'ai démarré, en fait, par prendre des formations sur l'entrepreneuriat. Et j'avais une particularité. En fait, à chaque fois que je finissais, j'allais voir toujours le formateur qui n'était rien d'autre que le directeur de ce cabinet. En réalité, je le remerciais. Et ensuite, je lui disais que, bon, je pense que pour les prochaines fois, il pourrait améliorer au fait qu'il nous fait en lui faisant des suggestions. Donc, à chaque fois, je le faisais. Et un jour, il m'a carrément appelé pour dire, bon, Monsieur Thibodeau, ce que nous allons faire, j'aimerais que vous puissiez intégrer mon équipe et travailler avec moi. Okay. Et je me rappelais carrément que je ne voulais pas travailler avec quelqu'un parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'activité que je faisais avant. Mais il a réussi à me convaincre. Et c'est de là que j'ai intégré son équipe. Et c'est après avoir intégré l'équipe qu'il m'a demandé mon CV. Je lui ai amené mon CV. J'ai reçu mes formations en tant qu'entrepreneur et mes coachings. Ensuite, j'ai été formé en tant qu'animateur, formateur et coach. Donc, j'ai vraiment bénéficié de ça. Et en plus, je venais de créer une nouvelle source de revenus qui était le salaire qu'on me payait. Exactement. Donc, ça fait une nouvelle corde à l'arc, comme on dit. Voilà. Donc, après ça, je suis rentré à Cotonou. Dès que je suis rentré à Cotonou, et c'est vrai, je suis rentré dans quelques mouvements de jeunes où je faisais des choses de façon bénévole. Et à la longue, je suis devenu le directeur des études d'une fondation qu'on appelle la Fondation Éducateur, qui est dans la promotion du système éducatif. Oui. Donc, j'ai été recruté là-bas. Et ensuite, quand j'ai quitté là-bas, je suis devenu un consultant indépendant. Et une forme de formation de coaching qui s'appelle SIFA et qui est ici au Bénin. OK. Et ensuite, je suis devenu encore... Donc, je suis consultant indépendant à SIFA actuellement. Je suis consultant indépendant dans une société aussi qu'on appelle l'Union SARL, qui est dans la fourniture. Bon, je peux un peu parler de ce qu'ils font dans la société. Ce qui va intéresser sûrement nos auditeurs, c'est la situation actuelle. Ok, d'accord. Donc, la situation actuelle, c'est ça. Je suis consultant indépendant dans cette société-là qui s'appelle l'Union SARL. Et qu'est-ce que je fais aussi? En plus, j'ai créé un programme de coaching qui s'appelle Métamorphose 3.0 et qui est devenu maintenant, en réalité, une communauté. Et c'est quoi, en fait, la vision de cette communauté? La vision de cette communauté, c'est de bâtir une puissante communauté de personnes qui s'entraident. Et la noble mission que nous nous sommes assignés, c'est quoi? C'est déjà d'aider et d'accompagner les individus à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à libérer leur potentiel et à développer plusieurs sources de revenus. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Donc, actuellement, on peut dire que je suis un consultant indépendant et puis je suis le formateur et je suis le promoteur et le fondateur de Métamorphose 3.0. On voit bien que c'est greffé sur la tenue que tu portes. C'est une marque, finalement, un label. Et moi, je suis intéressé en suivant ton parcours à ce qui a été pour toi le déclic de vouloir te lancer d'abord, parce qu'on va largement en parler dans la suite. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a véritablement lancé? D'abord, en mettant en place de façon informelle une instance pour accompagner ceux qui viendraient s'installer au Sénégal, notamment à Dakar, et après, en virant vers l'accompagnement et la formation, surtout le coaching. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Ok, merci beaucoup, mon très cher Joël, pour cette question formidable. En fait, déjà, disons que quand j'étais
je venais de terminer au fait mon cursus universitaire. Je venais d'avoir mon master en droit des affaires. Mais j'avais déposé assez de CV et les gens ne m'appelaient pas. Ok. Mais après, je vais dire que je n'avais pas procédé de la bonne manière quand je déposais aussi mes CV. C'est après que j'ai compris tout ça. Mais donc, j'ai quand même déposé assez de CV au Sénégal et je n'ai pas été du tout appelé. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis lancé sur Internet. Je tapais quelque chose de très simple. Comment gagner de l'argent? C'était ça. OK. Donc, quand je mettais comment gagner de l'argent, j'ai commencé par suivre au fait des vidéos et des audios sur le développement personnel. Okay. Et ils ont commencé par parler d'opportunités, comment détecter des opportunités. Donc, j'ai suivi plusieurs vidéos. Donc, j'étais là, j'ai dit, ben, écoute, c'est vrai que j'ai des connaissances en droit. Mais actuellement, je ne suis pas dans une organisation qui va me permettre réellement de transformer ces connaissances en compétences. Parce que c'est bien d'avoir des connaissances, mais il faut transformer maintenant ces connaissances en compétences en pratiquant. Oui. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire d'autre actuellement en tant que jeune. Je me suis dit, ben, ok, d'accord. Quand je venais au Sénégal, il y a quelqu'un qui est venu m'accueillir. Cette personne est venue m'accueillir, n'a pas pris l'argent. C'est cette personne qui m'a cherché un logement. C'est cette personne qui m'a aidé à faire l'ameublement en fait, de mon logement et tout. C'est cette personne qui a fait mon inscription. C'est cette personne qui m'a amené pour la première fois dans mon université. OK. Est-ce que je ne pourrais pas faire pareil et monétiser cela? Donc, quand l'idée m'est venue en même temps, j'ai contacté un ami sur Cotonou. J'ai dit, bon, est-ce que tu pourras me trouver un graphiste qui pourra m'aider gratuitement en réalisant des affiches? Il m'a dit, d'accord, je vais te gérer ça. Donc, je lui ai donné les informations qu'il fallait. J'ai créé une page Facebook rapidement. Okay. Et j'ai mis l'affiche sur la page. J'ai demandé à un ami de me réaliser un logo. Donc, c'était juste un logo qui était fait à la va-vite. Mais j'ai posté et puis j'ai commencé par communiquer dessus. J'ai communiqué dessus pendant 3 mois sans pour autant avoir de gain de cause. C'est bien après 3 mois que j'ai eu des gens qui ont commencé par me contacter. Et voilà, l'activité a commencé par démarrer. J'ai commencé par associer d'autres jeunes, d'autres étudiants qui étaient là et qui voulaient aussi se faire un peu d'argent et tout. Et donc, c'est comme ça que l'équipe avait progressivement été construite. Voilà, c'était d'accord. En fait, il y a un élément important, c'est-à-dire que quand tu as réalisé toutes les étapes nécessaires pour avoir tes premiers clients, il y a une période d'attente, notamment 3 mois. Comment est-ce que tu avais vécu cette période-là? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de doutes. Ça va marcher? Non, mais c'est comment j'abandonne? Quels ont été? Bon, déjà, il faut comprendre quelque chose. Je vais anticiper une question. C'est sûr que la question là va venir, mais je vais anticiper rapidement sur la question là pour pouvoir répondre à la question qui m'a été posée tout de suite. Déjà, j'avais la chance. Je venais de finir, mais les parents m'envoyaient encore mon argent de poche. OK. Ouais. Donc, les parents m'envoyaient encore mon argent de poche. Donc, il y avait quand même la capacité de me nourrir, de payer encore mon loyer et de faire. Donc, comme je n'avais pas de stress financier, oui, ça ne me dérangeait pas. Je me concentrais sur l'amélioration déjà du produit et je patientais parce que je me suis dit, c'est sûr que les gens vont appeler parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui va apporter de la valeur aux autres. Donc, j'avais la pleine conviction que ça allait marcher. Donc, ça aurait été différent si je n'avais pas de source de revenus. Parce que j'allais me dire, il fallait que je me concentre sur le fait de faire rapidement de l'argent et j'aurais dû même abandonner. Donc, ce qui fait qu'on a ces doutes-là, c'est surtout si tu étais dans une situation où tu n'avais pas d'autres sources de revenus et tout. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le cas chez toi. D'accord. Donc, on s'intéresse à la jeunesse au-delà du Bénin, sur le continent et aussi des gens de la diaspora qui nous suivent.
Et la question que je voudrais te poser là à ce niveau, c'est comment est-ce que tu penses impliquer ou comment est-ce que tu impliques déjà la jeunesse dans tes activités courantes? Comment? Bon, comment j'implique déjà la jeunesse? Moi, qu'est-ce que je fais? Déjà, nous nous sommes donnés comme mission à Métamorphose 3.0 d'organiser au moins dans le mois une formation ou bien une conférence gratuite chaque mois. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un hôtel, nous louons l'hôtel et puis nous communiquons, nous choisissons un truc qui doit d'abord intéresser les jeunes, qui doit leur parler un peu de l'entrepreneuriat et surtout sur le fait qu'il faut s'associer pour créer des choses. Donc, c'est ce que nous faisons. Et c'est quand ces jeunes-là viennent que nous leur montrons maintenant qu'il y a une plateforme qui est là, qui s'appelle Métamorphose 3.0, qui est d'abord un programme de coaching pour les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à libérer leur potentiel et à développer plusieurs sources de revenus, mais qui est en même temps aussi une communauté de personnes qui s'entraident. Donc, c'est ce que nous faisons chaque mois. Mais actuellement, le travail qui est en train de se faire, c'est que nous avons trouvé un emplacement de façon permanente pour augmenter au fait le nombre de conférences ou bien de formations gratuites que nous pourrons mettre à la disposition de la jeunesse. Et c'est vrai, nous le faisons physiquement, mais avec le temps, nous allons élargir nos champs d'action pour utiliser l'outil Internet pour permettre aussi à d'autres personnes d'en profiter largement. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est important peut-être d'arriver là à un moment, mais c'est déjà très intéressant ce que tu fais avec tes équipes. Et pour moi, la préoccupation, c'est qu'on a une jeunesse qui devrait être beaucoup plus dynamique qu'elle ne l'est actuellement. Est-ce que tu sens les jeunes comme étant des forces motrices pour le développement dans ton quotidien? Est-ce que tu sens la jeunesse comme étant une force motrice? Déjà, je Elle pense est que plutôt passive. non, je ne dirais pas que la jeunesse, elle est passive. Je dirais tout simplement que nous sommes à une période où la jeunesse, elle est quand même ambitieuse. Elle est vraiment ambitieuse. Elle veut créer des choses. Elle veut réaliser des choses. Mais ce qui manque réellement, c'est quoi? C'est comment le faire. C'est-à-dire, on veut faire beaucoup de choses, mais comment peut-on réellement faire cette chose-là? Et pourquoi on a véritablement ce problème, surtout dans les pays francophones? C'est parce que ce que nous appelons le mentoring n'existe pas vraiment. Dans les pays francophones, dans les pays anglophones, tu vois qu'il connaît quelque chose, il a réalisé quelque chose. Il peut montrer exactement aux jeunes comment il a fait pour pouvoir être là où il est et aux jeunes de dupliquer exactement. Il y a, par exemple, quand je prends, il y a une ethnie au Nigeria, comment on appelle les Igbo. Par exemple, les Igbo, ils ont une façon de faire. De travailler en communauté. Voilà, ils ont une façon de faire. Quand je suis Igbo, par exemple, devant les pièces détachées, on va permettre à un jeune de venir rester avec moi et je lui apprends les rouages de comment il faut faire pour bien vendre des pièces détachées et après, moi-même avoir mon magasin pour commencer par vendre les pièces détachées. Et c'est ce qui est rare, en fait, dans les pays francophones, comme le Bénin chez nous. Et je pense que c'est ce que nous devons intégrer maintenant dans tout ce que nous faisons pour permettre maintenant à la jeunesse, un jeune qui aimerait se lancer dans l'agriculture. Ok, d'accord. On connaît quelqu'un qui a réussi dans l'agriculture au Bénin. Il va apprendre à côté de cette personne-là. Ici, il ne s'agit pas forcément de coaching, il s'agit du mentoring parce qu'il y a une différence entre le coach et le mentor. Le coach, c'est quelqu'un qui te dit, qui te motive à passer à l'action, à réaliser ce que tu avais peur de réaliser, à réaliser cette chose. Le mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu as envie de faire. Donc, il connaît les étapes, il connaît les obstacles. Donc, il peut te conseiller, il peut te donner les meilleurs conseils. Et si tu appliques exactement ce qu'il te dit, parce que c'est ce qu'il a fait, ça va t'amener là où il est. Donc, on doit aller vers ça dans les pays francophones. Donc, je pense que par rapport à la question que tu m'as posée, les jeunes sont déterminés. Les jeunes veulent, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment ils doivent le faire.
Je pense que c'est le véritable problème qui se pose. On manque beaucoup de repères, on manque de mentors, comme tu as dit. Et c'est Voilà. important qu'on puisse trouver, d'abord identifier ces personnes-là qui ont un certain parcours et les suivre pour qu'ils puissent nous guider pas à pas pour atteindre des résultats. Et étant entrepreneur, je m'en vais te poser la question donc de savoir quels sont pour toi les diagnostics du secteur. On ne va pas rester de façon élargie sur le continent, mais on va contextualiser au Bénin. Comment est-ce que tu analyses les dynamiques entrepreneuriales au Bénin? Est-ce que c'est facile d'entreprendre au Bénin? Quels sont les secteurs peut-être pour toi dans lesquels il est plus, je veux dire, bénéfique d'entreprendre au Bénin? Bon, la question de savoir si est-ce que c'est facile d'entreprendre au Bénin, ça dépend de chaque individu. Mais je pense que si quelqu'un veut vraiment entreprendre, c'est qu'il est déjà entrepreneur. Et un entrepreneur doit développer un état d'esprit qui doit lui permettre de dire, quel que soit l'environnement dans lequel je serai, je dois trouver les voies et les moyens pour réussir. Donc, à cette question, je pourrais dire oui, on peut réussir, on peut être au Bénin et réussir. Puisqu'il y a eu des gens qui sont restés au Bénin et qui ont réussi. Des exemples, on peut en citer. Il y a un monsieur que j'admire beaucoup, Ulrich Adovi. C'est un monsieur qui a tout laissé en France, qui est venu au Bénin. Et il a réussi. Bon, il a beaucoup réalisé, c'est vrai. Voilà, peut-être qu'il a eu des aides. Bon, des gens parleront de chance, mais moi, je me dis que la chance, tu peux créer ta chance, au fait. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, tu peux créer ta chance. Je reviens un peu sur mon exemple. Si je ne me t'ai pas rapproché, au fait, de ce directeur de cabinet, jamais il n'allait pas m'inviter à intégrer en réalité son équipe de coaching et me permettre même d'être formé en tant que coach et en tant que formateur que j'exploite aujourd'hui aussi pour pouvoir motiver et aider d'autres personnes. Donc, j'ai su créer ma chance. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis aux jeunes, quel que soit ce que vous voulez faire, parce qu'en tant que jeune aussi, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut faire les choses différemment. Pensez différemment, agissez différemment, parlez différemment. Et si on arrive à penser différemment, à agir différemment, à parler différemment, c'est vrai, nous n'allons pas voir les choses comme les autres, mais nous allons venir. Il y a certaines personnes qui veulent entreprendre pour gagner beaucoup d'argent. Il y a certaines personnes qui veulent entreprendre parce qu'ils n'ont pas trouvé un boulot. Il y a certaines personnes qui veulent entreprendre parce qu'ils sont vraiment passionnés par l'entrepreneuriat, parce que pour eux, il faut qu'ils entreprennent. Donc, il y a plusieurs manières ou bien plusieurs raisons pour lesquelles les gens décident d'entreprendre. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas réussir forcément dans l'entrepreneuriat. Par contre, je peux avoir mon salaire, je peux être salarié et développer des activités génératrices de revenus et réussir. Donc, l'approche, oui, moi aussi je te suis. En fait, l'approche qui est meilleure, c'est de développer une entreprise à côté pendant qu'on a d'autres sources de revenus. Ça permet de renforcer, si c'est bien ce que tu dis. Ou je me trompe? Voilà, même si vous êtes entrepreneur, et même si vous êtes entrepreneur et vous dépendez d'une seule source de revenus qui est peut-être de 50 millions par mois, vous êtes en danger. Oui, exactement. Vous êtes en danger. Oui. Quand cette seule source s'effondre, c'est que c'est fini pour vous, c'est que vous êtes mort. C'est ça. Donc, que nous soyons entrepreneurs ou bien que nous soyons salariés, il est très important de créer une seconde source. Il est important de créer plusieurs sources de revenus à côté. Et même arriver à un moment où nous puissions automatiser au fait ces sources de revenus. Évidemment, c'est un travail de longue haleine. C'est d'abord de démarrer, identifier le why, donc le pourquoi, ce pourquoi on veut se lancer. Et automatiser, ça, c'est vraiment au bout du tunnel, hein, parce que
il faut démarrer et après, par étape, venir à l'étape où tu voudras automatiser ce genre de dispositifs. Et tu voulais nous parler des secteurs ou des secteurs dans lesquels on a plus d'opportunités peut-être d'entreprendre. Les secteurs, si je dois parler de secteurs dans lesquels on doit entreprendre. Il y a trop de secteurs, c'est bien ça. Non, je dirais qu'il y a assez de secteurs. Oui. Mais il y a un travail préalable qui doit être fait et sur la personne qui veut réellement entreprendre. C'est d'essayer déjà de détecter au fait son potentiel, son talent et son don. Il y a certaines personnes qui vous diront, et bon, je ne suis pas contre ces personnes, qu'on n'a pas besoin de détecter le potentiel, le talent avant de démarrer une affaire. Et ça, c'est vrai. Parce que personnellement, ce n'est pas que j'avais un potentiel, c'est parce que j'avais une expérience que j'ai développé ma première structure. Et c'est cette expérience-là que j'ai utilisée. Donc, quelqu'un qui a une expérience peut utiliser en fait cette expérience-là pour pouvoir créer une entreprise. Est-ce que de façon pratique, pour toi, tu as des démarches ou des processus pour permettre de découvrir son talent ou voilà, le domaine dans lequel on est potentiellement meilleur que les autres? Oui, de façon très simple, il faut se poser un certain nombre de questions. Il faut se poser d'abord, il y a plusieurs méthodes, hein, mais la méthode la plus simple, c'est de se poser la question, qui suis-je réellement? Si je me demande qui suis-je, ce n'est pas mon nom et mon prénom. Non, mon nom et mon prénom, c'est juste ce que mes parents m'ont donné. Et c'est d'ailleurs la seule chose, c'est la seule chose que moi-même, je ne me suis pas donné. Mon nom et mon prénom, c'est pas moi-même. Moi-même, je ne me suis pas donné Roset et moi-même, je ne me suis pas donné Chibozo. Ce sont les parents qui l'ont fait. Mais quand je suis venu au monde, il y a un dépôt qui est en moi. Et pour détecter ce dépôt-là, il faut que je me pose la question, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'aime réellement faire? Qu'est-ce que j'aime réellement faire? Et lorsque je me demande qu'est-ce que j'aime réellement faire, je prends une feuille et je liste. C'est que je ne me limite pas, j'écris tout ce que j'aime faire. Peut-être que j'aime bien cuisiner, peut-être que j'aime danser, peut-être que je ne sais pas, j'aime bricoler. Il y a plein de choses. Et si je me retrouve dedans, et si cette chose-là, j'arrive à le faire, même si on ne me paye pas de l'argent, je le fais, je peux transformer ça en quoi? Je peux transformer ça maintenant en activité génératrice de revenus. Mais avant ça, tu peux avoir une passion qui peut ne pas t'amener de l'argent. Et pour ça, il faut tout faire pour trouver, en réalité, si tu n'as pas de source, il faut tout faire pour trouver une source de revenus qui va te permettre de te focaliser sur ta passion. Parce que beaucoup de personnes abandonnent leur passion parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Ouais, parce que c'est ce que je voulais justement aborder cet aspect. Quand c'est une passion pour toi et que ça ne te nourrit pas, forcément, tu es obligé d'aller te chercher ailleurs. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup d'entre eux. Oui, mais au fait, en faisant ça, il y a un danger. C'est vrai. Moi, si tu n'es pas épanoui, tu gagnes peut-être de l'argent, mais tu n'es pas épanoui. Quoi. Voilà, il y a un danger d'abord. En laissant ta passion, il ne faut pas oublier que tu as une passion à développer. Parce que cette passion-là est liée à ta mission de vie. Donc, il ne faut pas oublier que tu es venu sur Terre pour accomplir une mission. Et c'est parce que tu veux accomplir cette mission que Dieu a déposé en toi des capacités, des talents, des ressources qui vont te permettre d'atteindre cette mission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je peux aller chercher de l'argent, mais en me mettant dans la tête qu'il ne faudrait pas que j'oublie ma mission de vie. Donc, je cherche de l'argent pour pouvoir alimenter ma mission de vie. Je ne cherche pas de l'argent juste pour bouffer, pour dire, bon, ça va, pour me contenter de ça, pour dire que, bon, la vie n'est pas difficile, hein, comme je trouve déjà de l'argent. Non. Donc, c'est important d'accomplir, d'abord de découvrir et d'accomplir sa mission de vie. De découvrir et d'accomplir sa mission de vie, c'est très important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de dire que les grandes réalisations se trouvent dans les cimetières parce qu'il y a des chansons qui n'ont pas été chantées, il y a des entreprises qui n'ont pas été créées, mais qui devraient être créées. Donc, les cimetières sont regorgés de
de potentiel qui n'ont pas été réellement libérés. Donc, c'est bien de se mettre à la tête que j'ai une mission de vie. Donc, la première des choses que nous devons même faire avec un enfant qui a plus de 7 ans, c'est de déjà commencer à l'aider à détecter sa mission, à découvrir d'abord son potentiel, afin qu'il puisse détecter sa mission de vie et l'orienter par rapport à ça. Et on est sûr que si on intègre le programme Métamorphose 3.0, on est à 100% sûr, à travers le travail qui est fait, d'avoir cet accompagnement quand même. Oui, il y a l'accompagnement. Maintenant, l'accompagnement ne suffit pas. C'est vrai, tu auras la connaissance, mais si tu n'appliques pas la connaissance ne deviendra pas des compétences qui vont vraiment te servir. Donc, il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui viennent à des conférences juste pour voir qui veut parler. Oui, bon, en fait, l'orateur est bien et tout. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'on applique réellement ce qu'on a vu? Parce que je ne vais pas débourser des sommes d'argent, venir apprendre quelque chose et ne pas appliquer cette chose. Ouais. Si je n'applique pas, je n'ai pas de résultat. Il faut appliquer. Par exemple, quelqu'un qui dit, bon, je vais être en bonne santé. On lui dit seulement, fais du sport, mais il ne fait pas du sport. Et après, bon, il dit, bon, je n'ai pas la bonne santé. On te dit de faire du sport, tu ne fais pas. On te dit, surveille ton alimentation, tu ne surveilles pas. Donc, comment on peut faire? Par exemple, tu dis que tu veux faire, je ne sais pas, des campagnes de publicité sur Facebook. Tu viens, on te montre comment ça se fait, mais tu ne l'appliques pas. Tu n'auras pas le résultat. Donc, c'est vrai, nous, on va créer peut-être le cadre, on va donner les formations qu'il faut, bien les conférences qu'il faut, créer le cadre qu'il faut, mais il faut que l'individu qui vient sur ça se donne aussi, qu'il joue sa part. S'il ne joue pas sa part, il n'aura pas les résultats. Parce qu'on dit ailleurs que le salut est personnel. Hein. Vraiment, il y aura des gens qui vont t'aider, mais pour pouvoir accomplir ta mission de vie, tu seras seul face à ta mission de vie, parce que c'est toi qui dois donner la direction aux autres qui doivent te suivre. Donc, c'est un peu ça. Effectivement, c'est important donc, de se prendre en charge soi-même. Donc, une fois qu'on a découvert la manière de faire, si on n'applique pas, on n'aura pas de résultat. C'est bien. Oui. Nous évoluons progressivement et il y a plusieurs phases dans cette série de podcasts. Là, nous allons nous intéresser à une thématique qui est assez importante parce que depuis, on est en train de parler d'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on aura à gérer nos finances. Et dans la gestion des finances, il y a la thématique de l'éducation financière. Il y a la thématique de l'intelligence financière. Déjà, est-ce que tu fais une différence entre les deux? Bon, la différence entre les deux, c'est quoi? On parle d'éducation et on parle d'intelligence. Donc, si tu es bien éduqué financièrement, c'est que tu vas développer au fait des attitudes qui vont te permettre de bien gérer tes finances. Donc, c'est quand quelqu'un est éduqué financièrement qu'il devient de plus en plus intelligent financièrement. Donc, okay. Voilà un peu la différence entre ces deux notions. D'accord. Je te suis beaucoup et je sais que tu partages assez de contenu sur cette thématique-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce qu'on est censé se comporter face aux revenus qu'on a? Comment est-ce qu'on peut se planifier? Déjà, au fait, quand nous voulons parler d'éducation financière, ou bien d'intelligence financière. Je pense qu'il y a un mot aussi que tu avais utilisé, mais que tu n'as pas peut-être fait ressortir. On a parlé d'indépendance financière aussi, je crois. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Financière. Exactement. Voilà, nous devons connaître, ce n'est pas les stratégies qu'on va utiliser qui vont nous permettre de nous enrichir. Il y a un premier travail à faire. C'est d'abord ce qu'on appelle le QE financier, c'est-à-dire le quotient émotionnel financier. Parce que l'environnement dans lequel je suis va faire en sorte que je développe une certaine croyance par rapport à l'argent. Si par exemple, je suis dans une maison où ma mère me dit, oh, au fait, gagner de l'argent, c'est très difficile, je vais intégrer ça. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc, pour moi, il faut travailler dur avant de gagner de l'argent. Et ça constitue une barrière pour moi directement. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ça constitue une barrière. Ce qui fait que même si j'ai un boulot et je travaille, j'aurai l'impression que, bon, je travaille trop, mais tout ce que je gagne est peu.
Donc, il faut d'abord travailler sur ces barrières. Et quand on travaille sur ces barrières maintenant, on peut maintenant parler des techniques maintenant qu'il faut pour pouvoir, des techniques physiques que j'appellerais des techniques physiques. Parce qu'en fait, c'est pas pour t'arrêter, mais je vois que c'est beaucoup plus qu'un travail qui est psychologique, parce que voilà, c'est des barrières mentales qu'il faut lever. C'est bien ça? Sûr. Exactement. Bien sûr. OK. Et après? Préalable d'abord, avant de venir donner des techniques. Parce que même si on donnait des techniques sans pour autant faire ce travail, l'individu aura toujours des problèmes dans la gestion de ses finances. L'étape qui suit, après? Après, on peut donner maintenant des conseils. On peut dire la première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de faire l'audit de son finance personnelle, ou bien de ses finances personnelles. Comment ça se fait? Je peux partager avec vous rapidement. Il faut peut-être prendre une feuille et mettre sur un côté les entrées et puis les sorties. Donc, les entrées, est-ce que c'est un salaire que j'ai? Je crie que j'ai un salaire. Est-ce que j'ai des activités génératrices de revenus? Je mets. Tout ce qui est entrée. Est-ce qu'on me fait des dons chaque mois? Tout, je mets. Maintenant, de l'autre côté, les dépenses que je fais, le loyer, je mets ça. Si je paie le loyer, je mets. Si je paie le courant, je mets. Le manger, je mets. Et j'essaie de faire tout ce travail. Quand je finis de faire tout ce travail, je calcule maintenant la différence. Est-ce que l'argent me suffit? La manière dont je gère mon argent, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça me suffit? D'accord. Maintenant, si ça ne me suffit pas, ça fait que c'est une alerte. Ça veut dire que je gère mal mon argent. OK. Maintenant, comme je gère mal mon argent, je dois faire un travail et le travail devient maintenant un travail quotidien. Je dois commencer à surveiller mes dépenses de façon quotidienne. C'est contraignant, hein? C'est difficile de le faire. Mais quand on le fait, au bout d'un moment, on est habitué. En fait, c'est pas très facile de suivre rigoureusement. Parfois, tu peux te dire, OK, je vais commencer. Tu commences quelques jours, après, tu te relâches et c'est pas facile. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit toujours d'avoir un compagnon de succès. Quelqu'un peut-être qui a déjà fait et qui va te dire, ne te décourage pas, continue. Moi, j'avais ce problème. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, chaque jour, peut-être que j'ai sorti 10 000, je sors 10 000 francs. Lorsque je sors mes 10 000 francs, je dis, à chaque fois que je me fais des achats, je l'intègre sur mon papier. OK, j'ai acheté telle chose à tel prix. Je mets. Mais à chaque fois que je vais acheter la chose, il faudrait que je me pose des questions. Est-ce vraiment nécessaire d'acheter cette chose-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup de choses à la maison que nous avons achetées, mais en réalité, nous n'utilisons pas. On achète sur le coup de l'impulsion. Bon, on a vu, il faut qu'on achète, on achète. Donc, si à chaque fois que je vais acheter, je me pose la question, est-ce vraiment nécessaire? Ça va me permettre de réfléchir un peu. OK, bon, ce n'est pas vraiment nécessaire ce que je vais prendre. Ça va me permettre de contrôler mes dépenses quotidiennes. Et c'est sûr, si j'arrive à contrôler mes dépenses quotidiennes, ça va me permettre également de faire quoi? Ça va me permettre également de maîtriser maintenant mes dépenses manuelles. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Même dans la partie des dépenses, s'il y a entre parenthèses, hein, c'est pour rire, mais c'est une réalité. Si j'ai les deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, il faut que je mette ça. OK. Donc, en fait, il faut noter les dépenses informelles. Voilà. Donc, madame ne nous choque pas, on peut mettre B1, B2. Quand madame va demander, mais on parle, dit, bon, c'est une série de vitamines que le docteur m'a prescrites, quoi. Donc, voilà. OK. En fait, moi, ce à quoi je pense là tout de suite, c'est que c'est une question de discipline. Parce qu'autrement, tu ne peux pas le faire. Bien sûr. Tu ne peux pas. Oui. Alors, on suppose, mais il y a un autre aspect que peut-être on ne voit pas souvent. C'est quand tu as fini de faire le point et que ce n'est pas que tu dépenses trop, mais que tes besoins dépassent largement ce que tu gagnes. Est-ce que tu conseilles aux gens dans ces conditions-là? Non, si tes besoins, tu ne dépenses pas trop, mais tes besoins dépassent largement ce que tu gagnes. Il y a deux choses à faire. Soit tu réduis tes besoins, soit tu augmentes tes sources de revenus.
C'est les deux choses à faire. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est à toi de voir. Maintenant, pour augmenter tes sources de revenus, c'est que tu ne peux pas le faire seul. Il faut forcément trouver une communauté où les gens vont vraiment t'aider à développer. Maintenant, la réduction aussi, c'est pour un temps. Tu te dis, c'est une discipline. Comme on a dit, c'est une question de discipline. Tu te dis, OK, quelles sont les dépenses? Parce qu'on a dit qu'il fallait se poser une question, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire va te permettre d'éliminer certaines choses que tu faisais peut-être chaque mois, que tu vas commencer par les éliminer en te posant cette question de savoir si c'est est-ce vraiment nécessaire que je dois faire telle chose, telle chose et les annuler. Et ensuite, si tu finis de faire ça, tu vas voir que ce que tu reçois, ça peut te permettre même d'économiser. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Okay. Il faut systématiquement mettre de côté quelque chose chaque mois. Et là encore, c'est une question de discipline. Oui, parce que la question de l'épargne, c'est assez pertinent. Évidemment, c'est aussi l'un des moyens pour pouvoir accumuler des ressources pour peut-être lancer d'autres projets. Et donc, il faut toujours mettre quelque chose de côté. Forcément, il faut toujours mettre quelque chose de côté, même si c'est difficile. Il faut créer au fait cette habitude de mettre quelque chose de côté. Maintenant, ce n'est pas le fait de mettre quelque chose de côté qui va nous permettre en réalité de devenir riche ou bien d'atteindre l'indépendance financière. Non. Ce que nous mettons de côté, ça va nous permettre de détecter d'autres opportunités. Parce que je peux être là maintenant, j'ai une opportunité. On me dit, bon, l'opportunité, c'est que c'est un investissement peut-être de 100 000 francs, peut-être pour une formation qui va me permettre d'augmenter mon intelligence financière. Mais tout de suite, je n'ai pas cette somme. Mais si je mettais déjà de l'argent de côté, cette somme peut-être pourrait être disponible. Ou bien, même si ce n'est pas disponible, j'ai déjà une partie, je pourrais me débrouiller pour compléter la partie restante pour pouvoir suivre peut-être cette formation ou bien saisir cette opportunité qui va me permettre de gagner encore beaucoup plus d'argent. Donc, c'est bien. On n'est pas pour épargner, on n'est pas fait ça là pour déposer ça là, pour avoir peut-être juste des intérêts, mais on épargne pour utiliser l'épargne pour pouvoir fructifier et augmenter notre portefeuille, avoir beaucoup plus d'argent, saisir des opportunités pour gagner beaucoup plus d'argent. Okay. Donc, c'est le rôle au fait de l'épargne. De l'épargne. On épargne pour épargner. OK. On épargne pour pouvoir réutiliser après. C'est assez intéressant et passionnant de t'écouter. Et c'est vrai que quand tu discutes avec un praticien, forcément, les dynamiques sont différentes. Et quand moi, j'ai des discussions avec un certain nombre de jeunes dans les activités au quotidien. Et la difficulté, c'est évidemment comment est-ce qu'on réussit à multiplier ses sources de revenus. Dans un contexte particulier, c'était déjà compliqué avant, selon les gens. Cette pandémie est venue en rajouter. Mais beaucoup nous disent que c'est aussi une période d'opportunité. Est-ce que tu vois les opportunités pendant la crise? Ben, nous voyons, il y a les opportunités chaque jour, même pendant la crise. Je pense que c'est vrai que, comment on appelle, Zoom existait depuis. Mais à cause de cette crise-là, on a beaucoup plus utilisé Zoom. Oui, ça c'est vrai. Moi particulièrement, c'est après que j'ai pensé à prendre un abonnement et tout ça. Mais sinon, avant, on l'utilisait juste gratuitement. Et il y avait beaucoup de limites. Donc, Zoom a explosé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont accru quand même leur chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, c'est une opportunité. Ça a permis à plusieurs personnes, en fait, de faire, par exemple, quand je prends le milieu de la formation, ça a permis à plusieurs personnes de faire des Zooms et d'atteindre même des gens qui sont en Europe et de gagner de l'argent comme ça. Ce qui ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas la pandémie, on se focalisait uniquement, en fait, sur du présentiel. C'est-à-dire, on organisait les formations pour les gens qui sont dans le même pays et puis c'est tout. Mais à cause de cette pandémie, plusieurs entreprises ont profité, par exemple, de Zoom pour pouvoir faire truc là, pour pouvoir exploser leur chiffre d'affaires. Ça, c'est un exemple palpable. Maintenant, comment peut-on développer des activités génératrices de revenus? C'est très simple. Il y a certaines choses que les jeunes n'aimeraient pas faire.
Peut-être qu'un jeune qui était à ma place allait dire, non, comme c'est quel travail ça, aller chercher les gens à l'aéroport, non, c'est quoi ça, non, moi j'ai un master 2, est-ce que je peux aller faire ça? Bon, il ne va pas qu'on sorte cela de la tête. Ici, on dit on veut créer des activités génératrices de revenus. Tu as besoin d'argent. Et quand tu as besoin d'argent, il y a des activités. Tu peux aller, excusez-moi, hein, tu peux aller à Misebo, aller acheter des habits, revendre tes habits là. Ou bien, comment créer? Tu peux aider, tu peux faire l'affiliation par exemple. L'affiliation, c'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Il y a quelqu'un qui a déjà son produit. Trouve des clients pour ce produit et tu gagnes des commissions. En quoi c'est difficile? Et le gars va te dire qu'il a un don. Le monsieur va te dire qu'il a un doctorat et que lui ne peut pas faire ça. Il va te dire qu'il a un master et qu'il ne peut pas faire ça. Alors que tu as besoin d'argent. À quoi ça sert d'avoir le doctorat et de mettre la main dans la poche et il n'y a rien dans la poche? Évidemment, effectivement, on a un complexe quand même avec les diplômes et c'est vrai qu'il faut vraiment se passer de ces barrières et chercher les opportunités autour de soi. Mais tout le monde n'a pas les compétences en vente non plus. Je vois toujours des blocages, mais on peut, si on a la volonté, apprendre des meilleurs, comme tu as dit, et performer. Voilà. Pourquoi? Parce que moi-même qui suis ici, pour augmenter mes expériences, qu'est-ce que je fais? Je me suis associé avec une société qui vend du ciment et je vais chercher des dépôts où je fais des livraisons de ciment. Je pouvais me dire, non, moi j'ai un master 2, comment je vais aller passer de dépôt en dépôt? Mais je le fais, pourquoi? Déjà pour donner l'exemple dans la communauté, pour donner lors des formations, je pourrais en parler. Et deuxièmement, ça me challenge. Je sais que j'acquiers des compétences, je connais d'autres personnes. Et ce que je fais, ça peut me permettre de saisir d'autres opportunités. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, mais je voulais toujours, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs prioritaires dans lesquels investir est rentable chez nous, dans notre contexte? Tout de suite, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui se dirigent vers le digital parce que c'est très en vogue actuellement. Et le digital est rentré dans tous les secteurs, notamment avec le gouvernement en place qui fait beaucoup dans le digital. Je pourrais parler par exemple des auto-écoles parce que, entre parenthèses, je suis aussi le directeur adjoint, on peut dire, d'une auto-école. Voilà. Et on a constaté que dans le domaine, on a digitalisé. Maintenant, quand on va à l'examen, il y a une application, vous composez, vous avez les résultats automatiquement. On ne corrige plus. Que si vous échouez, vous savez que vous avez échoué. Automatiquement, après avoir composé. Vous avez en même temps les résultats. Donc, il y a le digital quand même qui est un domaine qui est en train de croître assez au Bénin actuellement. Parce que je me suis renseigné même dans le domaine de l'auto-école dans plusieurs pays de la sous-région aussi. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, je pense que, et par rapport à ça, il y a un jeune qui est en train de faire un travail phénoménal aussi, où il crée des applications pour les auto-écoles et ça se vend comme des petits pains. Donc, je peux conseiller à quelqu'un qui a d'abord la volonté d'investir dans le digital, de s'y lancer, parce que c'est un secteur en plein essor. Donc, je peux parler de ça. Maintenant, il y a l'apiculture, mais il faut avoir, par rapport à l'apiculture, il faut avoir une formation très, très pointue. Il faut avoir une formation très, très pointue et se faire suivre par un mentor. Et se faire accompagner, voilà, exactement, parce que même dans le secteur agricole, moi je suis agronome, il n'est pas dit que tu dois savoir ou détenir toutes les sciences du sol, mais c'est important que tu te fasses accompagner. Donc, je te laisse continuer. C'est très important de se faire accompagner. De toute façon, quel que soit le secteur d'activité que tu veux intégrer, il faut d'abord t'informer, te former, investir et te faire accompagner réellement pour pouvoir avoir un résultat positif.
Parce que si tu ne te fais pas accompagner, tu vas commettre des erreurs que tu pourrais éviter si tu te faisais accompagner. Donc, on peut parler aussi de l'agriculture. Même au niveau de l'agriculture, je connais beaucoup de jeunes qui ont digitalisé l'agriculture. Un exemple très simple que j'avais eu au Togo en 2014, c'était un monsieur qui était dans son village, qui a rencontré un autre monsieur qui est allé au village pour le voir. Et le monsieur lui disait que j'avais la capacité de t'aider à vendre des produits même en Europe et tout grâce à l'Internet. Et il a dit non, que ce n'est pas possible. Donc finalement, le monsieur l'a aidé. Il a commencé par importer grâce à Internet. Et il y a des Canadiens qui ont vu ça parce que ce qu'il faisait, c'était en Afrique et c'était vraiment bio. Il y a des Canadiens qui ont vu ça et ont envoyé des stagiaires canadiens pour venir rester dans sa ferme et les a montré comment ça se fait. Tout ça grâce à l'Internet. C'est toujours la digitalisation. Oui, donc, et même nous, effectivement, il y a beaucoup de débouchés. Et comme tu as dit, le digital est finalement transversal dans beaucoup de secteurs d'activité. De plus en plus, moi, je me suis créé quand même un cercle où les gens avec qui j'échange, ils aiment d'abord le développement personnel. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, le développement personnel, c'est quoi? C'est rien. Au fait, pour eux, dans la vie, c'est de l'argent. C'est vrai, il faut gagner de l'argent. Mais tu veux gagner de l'argent pour en faire quoi? Les gens planifient le développement de leur carrière, mais ils ne planifient pas le développement de leur vie. Le développement de la vie est plus important que le développement de ma carrière. Et c'est pour ça qu'on demande souvent aux gens d'avoir un plan de vie. De la même façon qu'on a un plan de carrière, il faut avoir un plan de vie. Et le plan de vie, c'est dans différents domaines. Ton développement personnel, et tes finances, tes relations avec les autres, tes relations avec ta famille, c'est plusieurs choses. Et il faut que, en tant qu'homme, on puisse s'asseoir pour dire, OK, comment je peux mettre en place un plan de croissance de ma vie? Quels sont les types et les qualités de relations que je veux avoir? Quelles sont les relations que je vais avoir peut-être avec ma femme, mes enfants? Quelles sont les relations que je vais avoir avec mes parents, mes partenaires d'affaires? Donc, c'est des choses que je dois écrire et rédiger sur un carnet. Et à chaque fois, je reviens, je lis. Ça me permet d'avoir une idée. Et je dois aussi avoir une vision claire de mes finances. C'est vrai, on parle de finances, on veut gagner de l'argent, mais tu n'as pas une vision claire. Par exemple, dans 5 ans, qu'est-ce que tu dois, et quelle somme d'argent doit être sur ton compte bancaire? Il faut avoir une vision claire. Il faut faire des projections. Sans projection, sans vision, c'est un peu comme si je prends ma voiture, je ne sais pas là où je veux aller. Et puis je sors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tourner en rond. Et quand je vais tourner en rond, qu'est-ce qui va se passer? Je vais gaspiller en énergie. D'abord, l'énergie, moi-même, et je vais gaspiller en essence, qui a aussi de l'énergie. Et je reviens bredouille. Alors que si je sors, je dis, ok, d'accord, je vais à Ménontin, je quitte les Docors et je vais à Ménontin. J'ai une vision, je sais là où je vais. Et quels que soient les obstacles, même s'il y a des travaux sur les voies là, je vais prendre des raccourcis et je vais prendre les déviements et puis je vais aller là où je veux aller parce que j'ai une vision. Et c'est généralement parce qu'on n'a pas de vision, quand il y a des difficultés, on abandonne. Parce que on dit de dévier, mais je n'arrive pas à dévier parce que je ne sais pas là où je vais aller. Donc, cette histoire de vision, elle est très, très importante dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie. La seule chose que je dirais, c'est quoi? C'est quel que soit ce que vous voulez faire ou bien quel que soit ce que vous voulez réaliser, n'abandonnez jamais. Certes, il y aura des difficultés. De la même manière qu'il y a des difficultés, il y aura des opportunités pour pouvoir transcender en réalité ces difficultés-là. Parce qu'on dit, quand la vision est donnée, il y a toujours la provision qui suit. Et il faut être dans la vision avant que la provision ne puisse nous suivre. Donc, c'est ce que j'ai à dire à nos auditeurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation enrichissante. J'espère que ce moment de partage vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à lâcher un commentaire et à nous dire vos impressions
si vous nous retrouvez sur YouTube. Autrement, abonnez-vous, que ce soit sur le podcast, sur YouTube, ainsi que sur le blog josiarodade.com. Je laisserai les liens dans la barre de description pour que nous prenions prochainement le rendez-vous d'un autre échange, d'une autre conversation